Bonjour et bienvenue sur le plateau de Fréquence Médicale. Nous sommes à Barcelone au congrès de l'ESC 2017, le congrès européen de cardiologie, pour un débat sur l'insuffisance coronaire. Donc il y a eu de nombreuses avancées ces dernières années dans l'insuffisance coronaire et l'année 2017 ne fait sans doute pas exception à la règle. Il y a en particulier 2 nouvelles recommandations sur les STEMI et sur le double traitement anti-agrégant, et puis de nombreuses études qui vont peut-être encore changer la donne. Donc pour discuter de ces actualités très intéressantes dans l'insuffisance coronaire, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau tout d'abord le professeur Gilles Montalesco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue interventionnel et chef de service à la Pitié-Salpêtrière et impliqué dans de nombreux protocoles. Et avec nous également le professeur Guillaume Kella. Bonjour. Donc vous êtes cardiologue interventionnel, vous, à l'hôpital universitaire Carremo à Nîmes, c'est ça? Et donc vous êtes régulièrement impliqué dans la prise en charge de ces maladies. Et donc on va d'abord parler des nouvelles recommandations STEMI, alors avec un premier changement de définition, si j'ai bien compris, sur ce qu'est le délai d'intervention, les fameux 90 minutes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qui est-ce qui veut commencer? Je peux commencer. Je crois que sur les délais, il y a une certaine simplification, puisque les recommandations qui dataient de 2012 étaient un petit peu complexes, avec plusieurs délais qui étaient présentés. Donc là, ces nouvelles recommandations nous amènent des délais plus simples. Donc le délai entre le diagnostic qui est fait au niveau de l'électrocardiogramme de l'infarctus et la reperfusion, l'ouverture de l'artère par le guide, doit être inférieur à 120 minutes. Donc vraiment, c'est une nouveauté de simplification des recommandations. La philosophie, c'est juste de la simplification, c'est pas de la modification de traitement. Et du changement de vocabulaire. On avait ce fameux door to balloon qui venait des États-Unis, qui disparaît enfin, parce qu'en France, on ne sait jamais de quelle porte on parle. Est-ce que c'est la porte de l'appartement du malade, la porte du SAMU, la porte des urgences, la porte du cath lab, voilà. Donc la porte disparaît et l'horloge démarre lorsque l'INSIQ est fait sur l'électrocardiogramme. C'est l'ECG qui démarre. Et donc par contre, c'est toujours 90 minutes à partir de l'ECG pour en tout cas l'angioplastie. Et pour la fibrinolyse, est-ce qu'il y a des modifications? Effectivement, il y a des modifications. Donc le délai entre le moment du diagnostic et le début de la thrombolyse doit être inférieur à 10 minutes, donc un délai très court. On était sur 30 minutes il y a 5 ans. On nous demande vraiment de débuter très vite la thrombolyse quand la décision de thrombolyse est prise. Donc ça, c'est un changement dans les recommandations. Alors après, revascularisation. Donc là, est-ce qu'il y a eu des changements qui vous paraissent fondamentaux, Gilles? Il n'y a pas de grandes nouvelles dans les guidelines qu'on n'ait pas déjà anticipées. Les recommandations s'attachent beaucoup à la prise en charge, comme on vient de le dire, sur la revascularisation. Moi, j'ai retenu le fait qu'on revascularise toutes les artères plus facilement qu'on ne le faisait avant, puisqu'avant on disait on revascularise l'artère coupable, et puis les autres on voit plus tard, éventuellement avec un tasischémie, éventuellement avec une deuxième hospitalisation. Puis il y a une série d'études, petites études, essentiellement britanniques d'ailleurs, qui ont été publiées et qui laissent penser que c'est sans doute mieux de revasculariser tout, au moins dans l'hospitalisation initiale, c'est-à-dire pas forcément dans la même procédure, mais dans l'hospitalisation initiale. C'est ce que disent les recommandations. Si un patient est pluritronculaire avec des sénos serrés, eh bien, on va profiter de l'hospitalisation initiale de la phase aiguë pour tout revasculariser en 1 temps ou en 2 temps, mais on ne repousse pas l'échéance. Guillaume? 2 autres points aussi qu'on connaissait déjà, mais c'est les stents actifs systématiques dans l'infarctus du myocarde et aussi donc, la place de la thromboaspiration qui était avant une classe 2A, donc plutôt à faire, et actuellement on est en classe 3 sur l'utilisation systématique de la thromboaspiration chez tous les patients. Donc c'est le grand perdant des recommandations, la thromboaspiration. On avait déjà ces données, mais ce n'est pas systématique, ça peut être fait dans des cas sélectionnés. Enfin en tout cas c'est une classe 3 pour l'utilisation systématique. D'autres remarques sur la procédure générale de revasculation et mise en place des stents? Un peu sur les médicaments, des petites modifications à la marge. Oui, effectivement, la bivalirudine a plutôt baissé dans les recommandations, elle était en classe 1 et elle est passée donc en classe 2A. Et l'énoxaparine, qui était en classe 2B, est passée en classe 2A. Donc on a donc la chance d'avoir eu l'énoxaparine qui a été montée dans ces recommandations, et je pense que c'est logique vis-à-vis des études et de la pratique. Et la bivalirudine, là j'ai vu qu'il y avait une étude à l'ESC qui n'a pas l'air non plus très favorable. Qui n'est pas très favorable, oui, qui ne montre pas de grands bénéfices de la bivalirudine. Étude suédoise comparée à l'héparine. Il va rester des indications pour cette molécule? En France, il n'y en a pas beaucoup. L'utilisation est marginale. Je ne sais pas combien on est, probablement 3-4% sur le pays.
Donc on est un pays qui est toujours largement utilisateur d'héparine au pluriel au sens large, que ce soit l'héparine non fractionnée ou de l'héparine de bas poids moléculaire intraveineuse, comme le font beaucoup de centres maintenant, qui a au moins la simplicité pour elle, pas de monitoring à faire, et on peut combiner ça avec tous les antiplaquettaires dont on a envie. Alors j'ai vu passer un problème qui n'était pas vraiment beaucoup abordé avant, c'était les stémies sans obstruction artérielle apparente, donc qui ne sont pas les plus fréquentes, mais qui ont été abordées avec des recommandations qui vous paraissent intéressantes. Qui veut en parler? Oui, c'est effectivement une nouveauté, des recommandations, un nouveau chapitre, ça c'est toujours intéressant. Donc c'est une nouvelle entité, c'est les infarctus sans sténose coronaire significative. Et là, je crois qu'il y a des choses intéressantes qui sont programmées. Je pense qu'il faut réfléchir chez ces patients pour trouver l'origine de la pathologie, l'IRM à sa place, parfois l'imagerie endocoronaire, parfois le scanner si on suspecte une embolie pulmonaire, c'est le neurodiagnostic. Mais en tout cas, c'est nouveau et c'est intéressant de s'intéresser à ces patients qui n'ont pas d'obstruction coronaire significative. Gilles Montalesco. Alors oui, alors ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle les MINOCA, c'est assez facile à retenir. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Et qu'en effet, avant de dire que c'est un infarctus à coronaire saine, on va éliminer les autres causes de douleur thoracique, en particulier lorsqu'il y a une élévation de troponine, dont en particulier la myocardite. Mais derrière, ces MINOCA, c'est une vraie entité qu'il faut prendre en charge un petit peu différemment, mais qui ont un vrai impact sur le pronostic quand même. Ce n'est pas parce qu'on a les coronaires normales et qu'on a fait un infarctus à coronaire saine que le pronostic est excellent. On a des risques de récidive chez ces patients-là aussi. Et vous avez dit que c'était plus fréquent chez les femmes, des ondes coronaires plus petites. C'est lié? C'est quoi? C'est des sténoses? C'est des spasmes? C'est des thrombus qui s'en vont? Alors, il faut éliminer le spasme, qui est un pourvoyeur d'infarctus avec le classique engorge de Prince-Métal ou les dérivés. Et puis, derrière, le MINOCA, c'est souvent une atteinte de la microcirculation. Lorsqu'on a cela, il faut quand même éliminer les grandes causes d'atteintes de la microcirculation, dont l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui est souvent associée à cela. Et puis quand on n'a pas ça, eh bien, il y a des vraies atteintes de la réserve coronaire chez ces patients qu'on est patientes, qu'on est des atteintes de la microcirculation. Donc on n'a pas encore les bons outils pour faire des diagnostics positifs, mais on élimine les autres diagnostics. Et chez une femme où on a éliminé les autres diagnostics et qui reste avec un infarctus, on peut poser ce diagnostic-là de MINOCA, ce qui enclenche un certain nombre d'éléments dans la prise en charge. Alors, deuxième recommandation, celle sur le double traitement antiagrégant plaquettaire. Moi, ça fait 2 ans que j'y comprends pas grand-chose, qu'on voit des études qui disent qu'il faut plutôt allonger, des études qu'il faut plutôt raccourcir. Donc, est-ce que ces recommandations permettent de clarifier un peu la situation? Gilles ? Alors, elles sont complexes quand même, les recommandations. Pour y avoir participé, j'ai pu voir de l'intérieur les débats et les désaccords entre les gens qui y participent, mais elles ont le mérite d'exister et globalement d'ouvrir la porte et pas de la fermer. C'est-à-dire que globalement, si vous avez un avis assez arrêté sur un type de traitement, je pense que vous pouvez trouver quelque chose qui va répondre à cet avis arrêté s'il est soutenu par les études. Alors, on peut donner des exemples à cela. Par exemple, sur la durée du traitement antiplaquettaire, on donne des fourchettes beaucoup dans ces recommandations. Donc, ça laisse de la place pour décider. Quand on est en association aux anticoagulants oraux, par exemple, il y avait la question, est-ce qu'on fait une bithérapie, juste du clopidogrel et un anticoagulant de type nouveau anticoagulant, ou est-ce qu'on reste sur le schéma de la trithérapie avec ce qu'on connaît depuis toujours, un anticoagulant, de l'aspirine et du clopidogrel, l'anticoagulant étant là aussi plutôt un NOAC. Eh bien, les guidelines vous disent que globalement, vous pouvez faire les deux, même si je trouve qu'elles poussent quand même à garder la trithérapie pour l'instant. Mais c'est quoi l'arbitrage? C'est le patient? C'est le risque hémorragique, bien sûr? Voilà, mais ces 2 études, VEUST et Pioneer, qui aucune des deux ne pouvait trancher sur, en effet, le risque ischémique avec ces stratégies à 2 médicaments est contrôlé parfaitement. Il y a une 3e étude qui arrive ici, on en parlera peut-être tout à l'heure, Ridual, voilà, qui confirme cela. On peut faire Christopher Cannon. Voilà, Chris Cannon. On peut faire une bithérapie là avec un autre NOAC qui est le dabigatran et arrêter l'aspirine rapidement.
et ça se passe bien. On a quand même 3 études qui vont dans le même sens. Donc moi, je suis plutôt tenté pour dire, en effet, arrêtons l'aspirine rapidement. Alors, qu'est-ce que rapidement? Est-ce que c'est à la sortie de la salle de cathé, à la sortie de l'hôpital, une semaine, 1 mois ou 3 mois plus tard? Voilà. Mais en tout cas, on ne le garde pas 1 an derrière. Et donc là, il y a un peu de place pour l'interprétation pour les docteurs. Et puis, la durée du traitement est adaptable en fonction du risque hémorragique du patient. C'est ça l'idée, c'est que si on a un patient à haut risque hémorragique, on va réduire le temps de la trithérapie si on fait une trithérapie au maximum, et éventuellement faire une bithérapie d'emblée, c'est possible dans les guidelines, à la sortie de l'hôpital. Guillaume Cala. Non, mais je vais dans le même sens que Gilles. Je crois que ce qui a changé dans ces recommandations, c'est finalement ce temps de triple thérapie qui était un petit peu, chez les patients qui faisaient un syndrome coronarien aigu à bas risque hémorragique, qui était étendu à 6 mois, ce qui paraît vraiment très long. Là, on nous laisse une fourchette entre 1 et 6 mois, et on sait bien qu'il faut être probablement plus proche de 1 mois que de 6 mois, voire dans certains cas, de faire une bithérapie sans aspirine pour certains patients, notamment les patients à risque hémorragique. Et si on prend par exemple l'exemple d'un malade qui a eu mise en place d'un stent biorésorbable, donc théoriquement on est parti sur 12 mois dans les recommandations actuelles. C'est plus. Plus. Oui. Et s'il fait un accident, alors on dit accident hémorragique, donc il y a différents degrés d'accident hémorragique, est-ce que ça veut dire qu'on l'arrête temporairement et qu'on le reprend, ou est-ce que ça veut dire qu'on l'arrête définitivement en fonction de la gravité de l'accident hémorragique? Comment vous faites? Eh ben, là, alors les guidelines sont tous une section sur la gestion des hémorragies qui est là aussi un peu complexe, mais l'idée c'est en effet, on fait des arrêts progressifs en fonction de la gravité de l'hémorragie. Si c'est une hémorragie intracrânienne, on va rapidement tout arrêter. Bien sûr. Voilà, si c'est une hémorragie digestive contrôlée par l'endoscopiste, rapidement on peut reprendre le traitement. Donc tout ça se gère en fonction des cas particuliers. Et l'idée, c'est quand même de ne pas rester trop longtemps, si on est proche du stent, avec un seul antiplaquettaire ou pas d'antiplaquettaire, ce qui est quand même pas très bon. Et aller après, essayer d'aller à 12 mois. Et quand est-ce qu'il faut aller à plus de 12 mois alors? Alors, les recommandations ne disent pas 12 mois, elles disent plutôt 6 mois chez un patient stable ou stabilisé, 12 mois pour un syndrome coronaire aigu, et puis s'il n'y a pas de surrisque hémorragique, éventuellement plus quand on a fait un infarctus du myocarde, avec Pegasus qui nous a montré qu'on pouvait aussi gagner chez ces patients-là par une prolongation du traitement. Tout ça sera à remettre en perspective avec COMPASS, qui est une autre alternative et qui arrive. Alors peut-être qu'avant de parler de COMPASS, on peut dire qu'il y a quand même une classe 1 nouvelle et une classe 3 nouvelle. La classe 1 nouvelle, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons, qui donc sont systématiques dans ces recommandations dès qu'on a un traitement antiplaquettaire double. Donc on a eu des débats par le passé là-dessus, le débat a été tranché assez clairement dans ces recommandations. Et puis on a une nouvelle classe 3 qui est que les tests de fonction plaquettaire qu'on a quand même beaucoup utilisés pour ajuster les traitements, eh bien, sont maintenant plus à faire, plus à utiliser, jusqu'à nouvel ordre et une nouvelle étude qui nous montrera l'inverse. On verra, il y en a une aussi ici qui doit sortir. Guillaume Cala. Non, je crois que pour aller dans le sens simplement pour les stents biorésorbables, il faut rappeler que ces stents doivent être posés uniquement chez les patients à bas risque hémorragique, puisqu'on part sur des durées prolongées de bithérapie. On annonce 36 mois de bithérapie, pour certains, même plus de 12 mois. Donc il faut sélectionner des patients à bas risque hémorragique pour éviter d'avoir à gérer des arrêts de médicaments qui auraient pu être anticipés car le malade présentait des risques hémorragiques élevés. Et pour ces stents-là, on ne sait pas quelle est la durée optimale des antiplaquettaires. On a eu un grand débat à ce propos. Moi, j'étais partisan de dire si on met un biorésorbable, il faut traiter longtemps, voire très longtemps, peut-être 3 ans. D'autres pensaient que 2 ans, ça suffisait. Et donc, finalement, il n'y a pas eu de durée mise. Tout ce qui a été mis, c'est plus de 12 mois. Et chacun va faire ce qu'il veut. Et donc, là encore, les recommandations sont assez ouvertes. Il n'y a pas de score pour nous aider à... Pas pour cela, vraiment. Pas pour cela. Ça dépend un peu aussi du stent biorésorbable qu'on va utiliser, hein, puisque les générations arrivent les unes après les autres et qui ne sont pas tous comparables. Voilà, il y a une étude qui est d'ailleurs publiée ici sur un de ces nouveaux stents résorbables avec plutôt des résultats favorables. Alors, dernier petit mot, effectivement, vous l'avez évoqué, COMPASS, donc c'est l'irruption d'une autre forme de traitement chez des gens qui ont eu donc soit qui ont plutôt une maladie athéroscléreuse stable, qu'elle soit d'origine coronarienne ou autre. Oui, alors COMPASS, c'est une étude de prévention secondaire chez les patients qui ont une athérothrombose, qu'on fait un événement souvent longtemps avant. C'est pas comme dans Pegasus où l'événement était relativement proche de la randomisation pour beaucoup de patients. Là, en moyenne, c'est 7 ans avant.
Ce sont des coronariens en majorité, mais il y a aussi des patients avec une artériopathie symptomatique des membres inférieurs, voire avec une sténose carotidienne. Et donc ces patients ont été randomisés pour deux traitements de nouveau type, la fameuse dose très faible de rivaroxaban 2,5 mg associée à l'aspirine, faible dose également, ou une dose un peu plus élevée, 5 mg de rivaroxaban, c'est 2 fois par jour, à chaque fois le rivaroxaban, mais sans aspirine cette fois. Et le bras contrôle, c'était l'aspirine. Prévention secondaire historique chez le patient athéroscléreux, aspirine faible dose ad vitam. Et le rationnel d'utiliser un anti-DISA en plus de à faible dose en plus de l'aspirine, c'est quoi? Alors c'est une vieille histoire qui remonte à plus de 2 décennies, puisqu'il y a eu des études du même type avec les anticoagulants de type warfarine, et avec toujours, en tout cas très souvent, des résultats très favorables sur les événements ischémiques, voire sur la mortalité, mais de manière systématique, des hémorragies en excès, et en particulier des hémorragies graves. Alors à chaque fois, je cite un essai clinique que je conseille de relire parce qu'il est ancien, ou de lire parce qu'il a plus de 20 ans. C'est le Thrombosis Prevention Trial qui utilisait des petites doses de warfarine pour mettre l'INR à 1,5 et une petite dose d'aspirine, et qui a été comparé à de l'aspirine dans cette étude. En fait, c'était un plan factoriel, mais on retrouve dans cet essai qui a 20 ans quasiment les résultats de COMPASS au plan ischémique, c'est-à-dire une réduction des événements ischémiques, une réduction de la mortalité dans les 2 essais, on la retrouve dans COMPASS. La différence, elle est au niveau de la tolérance. À l'époque, on avait des excès d'hémorragie intracrânienne, d'hémorragie fatale, qu'on ne retrouve pas dans COMPASS. On a un excès d'hémorragie modéré, et c'est là où sans doute les choses changent. On a un traitement qui va devenir acceptable pour une prévention secondaire enrichie. Et je pense que COMPASS est le déclic pour dire on change de type de prévention secondaire. On avait Pegasus qui nous disait attention, au-delà d'1 an, pourquoi pas garder une bithérapie antiplaquettaire avec là aussi une faible dose de ticagrelor associée à la faible dose d'aspirine. Maintenant on a COMPASS qui nous dit pourquoi pas faire une prévention secondaire avec une faible dose d'aspirine et une faible dose d'anticoagulant. Donc on est dans les mariages de doses bébé d'aspirine, de ticagrelor ou d'antidis pour une prévention plus efficace, et ça marche. Moi, je suis très impressionné en particulier par la réduction des accidents vasculaires cérébraux dans cette étude, qui est très importante, à côté de la réduction de la mortalité et de la réduction des événements ischémiques. Et ça marche en particulier pour les patients avec une artériopathie périphérique, on est un peu démunis. Guillaume Quellin. Non, mais c'est vrai que c'est une étude assez impressionnante sur les résultats. Je crois que ce qui est important, ce qui semble être important, c'est le choix de la dose utilisée. Et on avait déjà vu ça dans l'Atlas, mais on retrouve cette faible dose 2 fois par jour. Donc je crois que c'est intéressant de voir qu'en fonction des doses utilisées, les effets sont différents. Et avec cette dose de 2,5 2 fois par jour, on a plusieurs essais simultanés qui semblent dire que c'est une dose adéquate. C'est surprenant parce que c'était une molécule qui était délivrée en une seule prise par jour. Donc c'est le paradoxe. Passer en 2. C'est le paradoxe. Donc la double prise à faible dose dans la maladie coronaire, alors qu'on est sur la monoprise dans la fibrillation atriale. C'est vrai que c'est assez paradoxal. Et pharmacologiquement, c'est justifié pourquoi? Parce que ça couvre mieux le... C'est un débat qu'on voit depuis longtemps, en particulier dans la fibrillation auriculaire, monodose contre 2 prises par jour. L'apixaban a été développé avec 2 prises par jour, le rivaroxaban avec 1 prise par jour dans la fibrillation auriculaire. Alors qu'ils ont la même demi-vie. Ils ont la même demi-vie, ça tourne autour de 12 heures. Il y a un rationnel pour dire que 2 c'est mieux qu'1, mais 1 c'est plus facile à prendre et peut-être que la compliance ça peut jouer. Quand on arrive sur les faibles doses, peut-être quand même que c'est mieux de passer en 2 prises par jour, alors qu'avec une dose forte, on a connu ça avec les héparines de bas poids moléculaire, on peut imaginer quand même couvrir largement le nictémère, même si la demi-vie est un peu courte. Alors évidemment, donc ce gain, il y a un gain objectif de mortalité. Le gain s'accompagne d'une augmentation des hémorragies. Vous avez signalé qu'elles n'étaient pas intracérébrales. Quand on fait le number need to treat, on aboutit à quoi? Je ne l'ai pas calculé sur les 2, mais j'ai regardé rapidement. Alors, il n'a pas été présenté, ce NNT et NNH. Mais rapidement, à vue d'œil, j'ai l'impression qu'on est sur des NNT autour de 30. Patients à traiter pour avoir le bénéfice sur le critère primaire. Il faudra recalculer tout ça parce que c'est à vue d'œil. Et par contre, on est sur des NNH qui sont beaucoup plus élevés. Donc le bénéfice clinique net, à mon avis, il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous.
Ouais. Donc c'est une perspective d'ouverture d'une classe qu'on n'utilisait pas spécialement jusqu'à maintenant dans l'insuffisance coronaire et qui Moi, je pense que va être au moins indiquée pour certains malades. Ah oui, moi je pense qu'il va falloir, encore une fois, ce qui va nous guider, c'est le risque hémorragique du patient. Et si on a un patient qui est relativement jeune, qui n'a pas fait d'antécédents hémorragiques et qui a une maladie athérothrombotique sur 1 ou 2 territoires et à qui on veut faire une prévention secondaire au long cours, je pense que c'est une vraie alternative. Et les coronariens avec une artériopathie périphérique, on en voit quand même passer tous les jours. Donc ceux-là, je pense, ça va être des excellents candidats. Ouais. On arrive au terme de cette émission, l'heure est au message ou aux conclusions. C'est quoi votre message, Guillaume Keller? Je vais retenir sur les recommandations sur le STEMI, quelques précisions sur la fibrinolyse, c'est des choses assez récentes. On a vu qu'il fallait fibrinolyser vite. On a vu que la coronarographie, il faut la faire assez rapidement une fois que la thrombolyse est réalisée. On est passé de 3 heures de 3 heures à 2 heures. On a 24 heures, mais c'est dans les 2 heures. Et ensuite, il est possible éventuellement de switcher du clopidogrel vers les nouveaux inhibiteurs PDY12 après 48 heures dans la thrombolyse. Donc c'est un petit message intéressant pour une catégorie de patients qui parfois oubliaient les recommandations. Et vous, Gilles Montalesco, votre message? Moi, je pense que la grande étude de ce congrès, pour beaucoup d'entre nous, ça va être COMPASS, et que la prévention secondaire est en train de changer d'aspect et qu'on rentre dans les combinaisons de médicaments sur le long terme, ce qu'on n'a jamais fait quand même. Hein. On a fait des monothérapies et les bithérapies au long terme, c'était inexistant. Il fallait être poussé par des récidives coronaires, en particulier chez les patients qu'on ne contrôlait pas avec une monothérapie. Maintenant, on est dedans. C'est de la bithérapie, peut-être avec 2 antiplaquettaires, peut-être avec un antiplaquettaire comme l'aspirine et un anti-DISA. Et puis, c'est pas fini parce que la prévention secondaire, on a l'impression aussi qu'il y a des stratégies anti-inflammatoires qui arrivent et qui marchent diablement bien. Donc, on n'a pas fini de changer nos stratégies sur la prévention secondaire. Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette pathologie toujours en mouvement. Merci à nos invités pour ce débat en direct de l'ESC à Barcelone et à très bientôt pour un prochain programme de Fréquence Médicale.